Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini et aujourd'hui Elisabeth Assayag, notre vétérinaire Natacha Harry. Nous allons parler des médecins des troupes d'élite avec le docteur Gérald Kierzek et avec le professeur Denis Safran qui est médecin en chef de la BRI. Oui, la BRI, la brigade de recherche et d'intervention de l'unité d'élite de la police. Professeur Denis Safran, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes entre autres l'une des toutes premières personnes à être entrée dans le Bataclan vendredi dernier lors de l'attentat terroriste qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes dans cette salle de concert. Ce matin, j'ai eu envie de vous recevoir pour comprendre votre métier, parce que c'est un métier dont on parle assez peu finalement, qu'on connaît peu, celui de médecin en chef de la BRI, de la brigade de recherche et d'intervention. D'abord, précisément, quel est votre statut? Vous faites partie de ces policiers? Vous êtes à part? Quelle est votre position? Alors, je ne suis pas policier. Je suis médecin, c'est d'ailleurs à ce titre que je vous parlerai de médecine et non pas de tactique de police. Les médecins qui médicalisent la BRI sont tous des médecins militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. C'est votre cas donc? C'était mon cas. J'ai dépassé la limite d'âge pour être médecin militaire, mais j'ai continué cette activité au-delà de mon activité de réserviste à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Donc les médecins ne sont pas des policiers, ce sont des médecins qui travaillent au service de la police et sous les ordres de la police. Vous êtes aux ordres de la police et vous êtes au sein d'une unité en fait, c'est ça? Absolument. Alors nous sommes aux ordres de la police en matière de déplacement, mais pas d'action médicale bien entendu. Le médecin garde son indépendance médicale qui lui est imposée d'ailleurs par la déontologie et le Conseil de l'ordre. Vous êtes impliqué dans des actions très compliquées, très difficiles, très dangereuses. Ça a été le cas au Bataclan par exemple récemment. Vous avez une formation policière, entre guillemets, même si vous n'êtes pas policier, une formation spéciale? Alors d'abord, on a une formation médicale. Bien sûr, moi, je suis anesthésiste réanimateur, d'autres sont urgentistes, donc nous avons une formation de terrain que nous entretenons régulièrement. Par ailleurs, nous nous formons bien entendu à travailler au sein d'une unité de police selon les procédures de déplacement, de placement même au sein d'une colonne existant dans la police, et nous avons des entraînements avec les policiers, en particulier les entraînements tactiques. L'objectif, c'est que le médecin ait son efficacité médicale et ne prenne pas de risques pour lui-même et ne fasse pas prendre de risques inconsidérés à ses camarades policiers. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a intervention dans la troupe qui intervient, vous avez une position particulière que vous connaissez, qui est définie et que vous avez appris? Absolument. Alors cette position, évidemment, il va falloir s'adapter. Mais déjà, le médecin, en termes de position, va travailler sous les ordres du chef de colonne, qui va lui dire, tu te mets là, tu ne viens pas là, tu viens là, qui va vous appeler à un certain moment, à un autre endroit, parce qu'il s'est passé quelque chose à l'endroit où vous n'étiez pas. Mais en tout cas, en termes de positionnement, c'est toujours sous les ordres du chef de colonne qui est policier. Et vous êtes obligé d'écouter cette personne, c'est votre chef d'intervention dans ce moment-là. Si, alors, je prends un exemple assez précis. Si quelqu'un vous appelle à l'aide parce qu'il vient d'être blessé à l'autre bout de la salle, si votre chef policier vous dit de ne pas y aller, vous n'y allez pas. Alors déjà, il y a un discernement personnel. Si vous voulez, du fait de notre entraînement, nous savons ce qui est, faisable ou pas. Nous estimons ce qui est dangereux ou pas. Et on sait très bien que le médecin, personne d'ailleurs ne doit aller s'exposer dans une zone de danger. Il s'agit pas, vous savez, la plupart des héros sont morts. Il s'agit pas de mourir tout de suite parce que sinon on ne sert plus à rien. Donc l'objectif, c'est de rester au maximum à l'abri, de façon à poursuivre son efficacité, pouvoir prendre en charge d'autres patients. Je rappelle que vous êtes médecin-chef de la brigade de recherche et d'intervention, l'unité d'élite de la police. Est-ce que ça veut dire que vous êtes formé à d'autres blessures que les blessures habituelles qu'on peut voir dans un hôpital? Vous savez, dans un hôpital, nous sommes déjà formés, tout dépend de notre spécialité, mais un anesthésiste réanimateur, en particulier, moi j'ai dirigé pendant 15 ans un service d'anesthésie-réanimation avec une forte composante de polytraumatologie. Nous sommes habitués aux blessures balistiques, aux blessures par arme blanche. Je pense qu'on en a vu à peu près toute la gamme. Donc vous n'avez pas de formation particulière pour ça en revanche? Nous avons une formation particulière, mais pas dans le but d'être médecin de police. Ça fait partie de non seulement de notre formation, mais de notre quotidien. Vous avez une arme? Non, les médecins de police ne sont pas armés, car ils ne sont pas policiers.
Et on ne peut pas imaginer que quand vous êtes dans des situations compliquées comme ça, vous ayez un moment besoin d'une arme, non? Ça peut se produire, mais tel n'est pas le cas. Nous aviserons sur le moment. Mais bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes formés au maniement de toutes les armes utilisées par les policiers. L'objectif n'étant pas de tirer, l'objectif est éventuellement de savoir mettre en sécurité l'ensemble de toutes les armes à la disposition des policiers de la BRI. Car si nous récupérons, pardonnez-moi l'expression, un fonctionnaire de police blessé avec son arme sur lui, le premier objectif, c'est de mettre l'arme en sécurité, et ça, nous sommes formés pour le faire. C'est-à-dire mettre l'arme en sécurité, c'est-à-dire la récupérer pour ne pas qu'elle traîne, c'est ça? La récupérer pour ne pas qu'elle veut traîne, et pour qu'il n'y ait pas un tir intempestif. En plus. Voilà. De façon pratique, quand vous intervenez dans une zone compliquée, est-ce que vous êtes en permanence sous la protection des hommes de la BRI, ou on vous laisse, parce que vous intervenez sur un blessé, on vous laisse, ou vous avez une espèce de garde rapprochée? Alors, soit nous sommes en zone complètement sécurisée et on va être seul, soit on est en zone non sécurisée et on a toujours un policier, un binôme qui nous protège, bien entendu. Il en est de même dans nos déplacements. Si par exemple le médecin est isolé de sa colonne et qu'il veut, en zone dangereuse, rejoindre sa colonne, il le fera toujours protégé par un policier qui est doté d'une protection balistique adéquate. C'est-à-dire, en gros, pour être clair, il y a un policier qui vous est affecté dans chaque opération et qui vous protège. Alors, en gros, pour simplifier. Voilà, il n'est pas nommé protecteur du médecin, mais vous savez, dans ce type, dans ce type d'unité, il y a une très grande solidarité, une très grande camaraderie, et jamais les policiers ne laisseront le médecin non à l'abri, de même que le médecin s'arrangera toujours pour être auprès de sa colonne, pour prendre en charge ses camarades éventuellement blessés. Docteur Kierzek? Oui, moi je voudrais tirer un coup de chapeau vraiment aux collègues médecins qui sont dans ces colonnes. Quand on dit médecins de colonne, c'est-à-dire qu'ils sont dans la colonne d'assaut. Ils sont vraiment avec les hommes. Alors, on l'a vu sur certaines images, notamment d'entraînement. On voit derrière, ils sont marqués médecins. Et au lieu d'avoir une arme, ils ont de quoi intuber, ils ont le laryngoscope, ils ont l'embut de ventilation pour pouvoir ventiler et faire les premiers gestes. Mais ils sont vraiment dans la colonne, donc vraiment au plus près. C'est pas à l'arrière ou c'est pas avec un binôme de protection. Non, ils sont vraiment dans la colonne d'assaut. Et il y a un des médecins, mais Denis Safran peut en parler mieux que moi. Il est vraiment dans cette colonne-là, donc avec au plus près. Et sur le Bataclan, par exemple, ils étaient tout à fait exposés. Vous étiez au Bataclan, vous faites partie des premiers qui êtes rentrés? Alors moi, je suis arrivé avec la première colonne de la BRI, donc une colonne de précurseurs, une colonne d'urgence qui est arrivée très rapidement. Et effectivement, le médecin est dans la colonne d'assaut et suit la colonne d'assaut. C'est-à-dire que quand vous êtes rentré dans le Bataclan, ça tirait encore? Les terroristes étaient encore là? Les terroristes étaient encore dans le Bataclan, bien entendu. Ils n'étaient plus dans la salle du bas, à ma connaissance. Mais ils étaient encore dans le Bataclan, bien entendu, et vivants. L'assaut a été porté bien après. Simplement, sans entrer dans des détails sordides, mais ce que vous avez vu, je crois, en entrant dans le Bataclan, je crois que vous n'aviez jamais vu à ce point-là une situation telle que celle que vous avez découverte. Personne travaillant régulièrement sur le territoire français, heureusement, n'a vu une scène comme ça. Qu'est-ce qui était différent, hormis le nombre dramatique, qu'est-ce qui était différent des scènes d'attaque ou d'attentat que vous ayez vues précisément? D'abord, ce n'était que des blessures balistiques, des blessures par balle. Il y avait beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Dans un endroit assez réduit. Donc, si vous voulez, ce qui était tout à fait différent de ce que nous avons l'habitude de voir, c'est cette masse de gens à prendre en charge. Avec tout de suite la prise de conscience qu'il va falloir évacuer au maximum ces gens-là et que pour l'instant, on ne peut pas les évacuer avec les secours normaux. Il y a tous nos camarades en arrière de la brigade de sapeurs-pompiers, des SAMU, des associatifs qui sont prêts, qui étaient tous là, mais eux ne peuvent pas entrer dans la zone de danger. Il n'est pas question que les services de secours se fassent tirer dessus, ça n'aurait aucun sens. Donc l'objectif, c'est d'arriver, nous, médecins de colonne, alors je n'étais pas le seul, il y avait... Vous étiez combien de médecins? Alors, nous étions 3 médecins. Il y avait les deux médecins de la BRI, et assez rapidement, nous avons été rejoints par un médecin du RAID.
Et notre objectif, normalement, c'est de soigner, mais dans un état de catastrophe comme ça, où nous sommes véritablement en situation de médecine de guerre, l'objectif n'est plus de soigner sur place, mais d'assurer l'évacuation la plus rapide possible des victimes vers la zone arrière, vers la zone sécurisée, où se tiennent les services de secours spécialisés. Mais quand on arrive dans une situation comme celle-là, où il y a des dizaines de victimes, je suis désolé de vous poser cette question, mais je me la suis toujours posée, c'est comment on choisit qui on va aider ? Alors, c'est toujours très délicat de répondre à cette question parce qu'elle peut heurter, mais c'est de la pratique. C'est un peu du tri, si vous voulez. Bon, les personnes malheureusement décédées, on ne les regarde même pas. Enfin, on se rend compte qu'ils sont décédés, on en fait le diagnostic et puis voilà, terminé. Ensuite, parmi les blessés, il y a des blessés qui manifestement ne vont pas survivre très longtemps. Surtout si on commence à les déplacer, et on sait très bien que si on passe beaucoup de temps sur ces blessés-là, ceux qui ont des chances de survie vont en pâtir. Par conséquent, nous essayons d'évaluer le plus rapidement possible la nature des blessures, la gravité des blessures, pour prioriser l'évacuation. Ce qui fait que ce jour-là, malheureusement, c'est pas les médicaments et les pansements qui ont été utiles, hein, c'est la paire de ciseaux pour très rapidement fendre le jean, fendre le t-shirt, fendre la veste, pour voir la nature de la blessure, voir si on peut faire quelque chose tout de suite, ne serait-ce qu'une compression, par exemple. Mais vous n'avez pas le temps de faire une compression parce que... Mais si, parce que là, on va attraper, parce qu'on a sous la main, c'est le t-shirt roulé en boule. Ah oui, pas une compression avec les mains, c'est ça. Oui, compression, et puis on demande aux voisins, au policier qui, lui, est sur place, qui n'est pas un policier spécialisé, qui est un policier local, de bien vouloir appuyer à notre place, et pour que, très rapidement, on aille s'occuper d'un autre blessé. Professeur, bien sûr, vous avez de l'expérience, vous avez vu beaucoup de choses, mais comment on sort psychologiquement quand ça s'arrête, quand vous sortez du Bataclan après avoir vu toutes ces victimes, dans quel état vous êtes ? Vous vous rendez compte ou pas ? Oui. Ou vous êtes dans le réflexe médical ? On est dans le réflexe médical. Ensuite, vous savez, chacun réagit selon sa personnalité, son bagage, son âge. Il y a sûrement tout un tas de facteurs. Mais vous, si vous voulez bien parler, vous avez réagi comment ? Moi, psychologiquement, si vous voulez, je ne suis pas atteint. D'abord, j'ai une longue expérience, disons que j'en ai vu d'autres, pas de cette intensité, mais ma foi, c'est la mission, hein, on fait la mission, puis après... Alors le risque après, c'est qu'il y ait le lendemain le vide, si on n'a plus rien à faire. Alors on doit sentir un grand vide, mais enfin ça n'a pas été mon cas, puisque depuis je suis toujours extrêmement occupé, je n'ai pas encore senti le vide, et j'espère que le vide n'arrivera pas de sitôt d'ailleurs, j'en ai pas l'intention. Vous êtes rentré dans cette salle du Bataclan, la salle était dans le noir quand vous êtes rentré ? Non, pas du tout, la salle était totalement éclairée. Il y avait même les projecteurs, puisque les musiciens étaient en train de jouer, personne n'avait éteint les lumières. Les lumières ont été éteintes secondairement, pour des raisons tactiques policières. Effectivement. Oui. Et vous êtes rentré dans le Bataclan alors que, vous nous l'avez dit, les terroristes étaient encore là. Vous avez eu peur ? Non, honnêtement, c'est pas de la forfanterie. J'ai pas eu peur. Vous savez, on a peur quand on a le temps de réfléchir. Et puis, de toute façon, si on a un sentiment de peur pour ce genre d'activité, on fait pas ce métier. Hein. On ne fait pas ce métier. Là, l'objectif premier, si vous voulez, c'est d'être avec ses camarades dans la colonne, parce que primitivement, je dois bien insister sur le fait que nous sommes là pour prendre en charge les policiers blessés. Dans des interventions normales, il va peut-être y avoir des tiers blessés, un interpellé, ou un témoin, ou un voisin, mais jamais dans ce grand nombre. Et bien entendu, nous le prendrons en charge. Nous sommes médecins, bien sûr. Avant tout. Mais notre travail premier, c'est d'assurer la sécurité médicale de nos camarades policiers de la colonne. Alors, dans cette circonstance-là, quand vous avez un afflux de blessés comme ça, évidemment, vous ne pouvez pas rester indifférent en disant « moi, je reste dans ma colonne et puis qui se débrouille ». Pas du tout. Bien entendu que on vous amène les blessés, vous vous en occupez. Alors là, c'est une situation un petit peu difficile parce que là, j'ai été séparé de ma colonne et je dois dire que j'avais l'angoisse de mes camarades policiers qui étaient au feu, qui sont allés... Oui, parce qu'eux sont allés affronter les terroristes à ce moment-là. Ils sont allés affronter les terroristes. Moi, je le savais parfaitement puisque nous avons le casque avec la radio dans les oreilles, on continue
continuent à entendre ce qui se passe. Et mon objectif, c'était de les rejoindre le plus rapidement possible, parce que je me disais, à tous les coups, il va y avoir des policiers blessés. Concrètement, vous êtes équipé de gilets pare-balles, vous avez un casque, vous êtes comme, voilà, nous comme eux. sommes équipés, comme l'on dit, en lourd. C'est-à-dire, nous avons la combinaison, la cagoule, le gilet lourd, le casque lourd. Nous sommes équipés de la même façon. La seule différence, c'est l'armement. On va faire une pause. Merci pour votre témoignage, professeur Denis Safran. Restez avec nous, on va continuer à parler ensemble dans un instant. Un témoignage passionnant du professeur Denis Safran, je vous rappelle, qui est médecin en chef de la brigade de recherche et d'intervention de l'unité d'élite de la police. Vous restez avec nous, c'est Europe 1, c'est le grand direct de la santé. À tout de suite.